Il paraîtrait qu'un gars s'est fait mordre par une araignée et peut depuis lancer de grosses toiles blanches et collantes. J'ai même entendu dire qu'après une expérience ratée, un scientifique se retrouve avec la capacité d'allonger tous les membres de son corps. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 53 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, putain, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci de votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description. On espère que cet épisode vous plaira. Vous en entendez parler tous les jours. Nouveaux films, nouvelles séries, nouvelles zones à thème à Disney, et vous n'en pouvez plus. Eh bien, pas de chance. Aujourd'hui, on vous gave encore de super-héros, mais cette fois-ci, leurs pouvoirs sont peut-être plus vrais que nature. Place aux super-héros dans le X. Quand en 2022, Sam Raimi sort un film intitulé Spider-Man, c'est la première fois que je vois un super-héros sur grand écran. Ce qui me marque le plus, l'aventure, le courage de Peter Parker, le fantastique, New York, les personnages hauts en couleur, qu'il s'agisse du méchant bouffon vert, de l'insupportable directeur de journal ou de la sage tante May. Aujourd'hui, après plus d'une décennie de Marvel Cinematic Universe, 4 phases, 31 films, un paquet de séries, sans compter la nouvelle phase du MCU qui vient de commencer, et aussi un bon paquet de films d'ici, l'excitation se fait plus discrète, voire elle est carrément fatiguée. Pourquoi ? Si mes yeux d'enfant ne fantasmaient aucunement sur le costume moulant de l'homme araignée ou le baiser à l'envers avec Mary Jane, aujourd'hui c'est pourtant bien le manque de sexualité qui me chagrine, je crois. Ou disons le manque de risque. Je ne demande pas à ce que les super-héros baisent à tout va, pour ça il suffit d'aller voir The Boys, qui remplit plutôt bien le contrat. Mais ça me paraît un peu paradoxal que les sauveurs du monde soient si sages quand Superman ou Poison Ivy se baladent en slip et bustier plongeant toute la journée. Alors oui, je n'ai pas grandi entouré de comics, c'est uniquement le cinéma qui me fera découvrir ces univers où réalité et fantastique se rencontrent, où règne pouvoir magique, expérience scientifique qui tourne mal et destruction de l'univers avec ses méchants charismatiques. Et dit comme ça, franchement, est-ce que j'abuserais pas un tout petit peu à vouloir ajouter du cul à tout prix ? Car malgré l'aventure, la magie, l'héroïsme, j'ai en plus de ça la chance de pouvoir admirer de plutôt belles personnes dans de beaux costumes bien moulants. Bah oui, parce qu'Hollywood a bien compris comment me faire plaisir. Henry Cavill en Superman, Tom Hiddleston en Loki, Scarlett Johansson en Black Widow, des gens sexy, serrés dans du latex, avec la possibilité de les admirer pendant 2 heures, utiliser leur corps doté de pouvoir pour sauver les pauvres gens comme vous et moi. Bref, le problème, c'est peut-être et surtout que je suis une éternelle insatisfaite et que je devrais surtout être assez contente de ce qu'on me sert. Mais maintenant que j'y pense, les super-héros n'ont pas toujours été si sages. En partie parce que les super-héros ne s'arrêtent pas aux 3 licences qui tournent en boucle au cinéma, et je crois vous avoir déjà confié comment sont apparus mes premiers papillons dans le ventre. Et ce moment est directement lié à l'univers super-héroïque. Bon, un super-héros à première vue moins glamour, mais pour ceux qui savent pas de quoi je parle, sachez que mon premier souvenir de désir sexuel était devant la VHS de The Mask avec Jim Carrey. Est-ce le charisme de l'acteur qui me parle, l'excentricité du personnage ? J'en ai aucune foutue idée, mais le mélange des deux me rendait toute chose. Comme quoi, il est possible d'associer super-héros et sexualité, que ce soit voulu par les producteurs ou non. De toute manière, que le réalisateur l'ait décidé ou pas, son produit finira toujours par tomber entre les mains du grand méchant porno. Et là, niveau sexe, on sera bien servi. On l'a déjà vu dans le N'importe Q, avec des licences improbables comme Star Wars, Pokémon, Nintendo, League of Legends ou encore Harry Potter. Alors évidemment que le porno n'aurait jamais laissé filer le succès des super-héros entre ses mains. Alors qu'il s'agisse de corps élastiques ou de super vitesse, puisqu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, j'espère que le porno saura utiliser à bon escient la grande variété de super pouvoirs que nous offrent le comics et le cinéma. Salut. Et vous êtes Poison. Poison Ivy. Oh. Envoyez tout de suite Junior se mettre au lit. J'ai envie de couper le blé en herbe avec vous. D'un autre côté, la jeunesse a certains avantages. Endurance, fermeté. Fini la chauve-souris du 3e âge. Je t'emmène avec moi. Ma pelouse est dans tous ses états.
Je prends le relais, papy. Voulez-vous aussi les boucles d'oreilles? L'un de vous, petit vénard, est sur le point de butiner le miel. Et j'ai inclus toute une soirée en ma compagnie pour le gagnant. J'apporterai tout ce qu'on voit déjà, plus tout ce qu'on ne voit pas encore. Avant de commencer l'émission, Jade, peux-tu nous dire un petit peu quel est ton rapport à l'univers des super-héros ? Alors l'univers des super-héros, il y a les comics et les films à distinguer. Et c'est comme ça qu'on va catégoriser l'ensemble de nos visionnages et même de notre analyse, parce que il y a quand même un gap entre ce que vous pouvez lire en tant que comics, les comics existants depuis les années 30-40 à peu près, même 30 pour les premiers super-héros, et les films qui sont vraiment devenus des phénomènes de pop culture, qui sont devenus des blockbusters au cinéma à partir des années 2000, comme tu le disais, avec les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Même si on avait déjà des premiers films, on avait déjà les X-Men, Avengers, on ne s'était pas encore arrivé, mais c'était vraiment Superman. Les X-Men qui ont ouvert les... Ouais, Superman, mais c'était pas... Enfin, c'était pas des gros blockbusters. Enfin, Man of Steel et tout ça, c'est sorti après Sam Raimi, quoi, après les Spider-Man de Sam Raimi. Mais on avait déjà les X-Men, il me semble, si je me trompe pas, dans les années 2000, qui sont bien kitsch d'ailleurs. Mais si je dois résumer, au niveau des comics, je lis des comics depuis que je suis très très jeune, mais moi j'ai une appétence pour tout ce qui est super-héros un peu sur le côté. Enfin, pas sur le côté, mais un peu ultra-violent, un petit peu à part, genre pas Marvel, pas DC. Genre j'ai beaucoup aimé les Mac Mignola, c'est-à-dire les Hellboy, B.P. Hardy. J'adore le Sandman de Neil Gaiman, qui est absolument fantastique, qui a été adapté sur Netflix il y a pas longtemps. Pareil, quand j'étais ado, j'étais fan de Kick-Ass. Vraiment, même avant que les films sortent, je trouvais les comics géniaux. Et de manière générale, tout le travail de Garth Ennis, qui a fait The Boys, que vous avez peut-être tous plus ou moins vu. Si vous n'avez pas vu The Boys, allez voir ça. Qui a fait également Preacher, qui a fait le Punisher, qui a fait également une série, c'est pas de l'horreur, enfin c'est pas du super-héros, mais qui a fait Crust, qui est un comics que j'aime énormément. Mais si je vais dans un style un peu plus classique, j'aime beaucoup les Watchmen, mais je suis pas fan de tout ce qui est Thor, Avengers, Justice League. Batman, je trouve ça trop bien. Vraiment, Batman, je trouve qu'en plus il y a des relectures très régulièrement de Batman qui sont franchement fantastiques. Même nous, on en parlait, je crois qu'on en parlait ensemble de La Cour des Hiboux, qui est vraiment fantastique. Mais à part l'univers Batman, je suis pas forcément très très fan en tant que comics des autres. Je trouve pas ça forcément les plus intéressants. Je trouve que parfois ça part trop loin et que ça oublie juste d'être basique, d'être une histoire un peu simple. Et au niveau des films, alors les Spider-Man de Sam Raimi, j'ai plongé la tête la première dedans. J'étais à l'avant-première du deuxième film parce que mon papa était dans la presse à l'époque et j'en ai encore des souvenirs. C'est de dire à quel point ça m'avait marqué. Et ensuite, j'ai lâché la rampe quand on a commencé à rentrer dans Avengers, que je trouvais déjà pas terrible quand le premier est sorti, très moche, pas très bien raconté, interprété correctement mais pas plus. Et quand Marvel a commencé à envahir le marché, c'était fini, quoi. Franchement... Je sais pas, il y a peut-être que le premier Gardien de la Galaxie qui trouve un peu grâce à mes yeux. J'ai beaucoup aimé le dernier Suicide Squad, mais qu'on avait été voir, de James Gunn, le dernier Suicide Squad, qui était très bien. Le Birds of Prey aussi, j'aime bien ce que tente DC de temps en temps, même si c'est vraiment pas même niveau selon les films. Mais franchement, je vais pas me précipiter sur le premier film de super-héros. Souvent, ça va être un peu le film popcorn que je vais voir avec des copains-copines. Mais tu continues de suivre quand même l'actu et d'aller les voir, tenir à jour, quoi. Mais t'as pas le choix de ne pas suivre l'actu, tu l'as subi l'actualité. Oui, tu l'as subi. J'avoue, l'actualité de l'univers Marvel, tu l'as subi de ouf. Mais oui, mais même si tu t'y intéresses pas, on te le hurle tellement, il y a des pubs tellement partout, tout le monde t'en parle tellement partout sur Internet, tu peux pas ne pas être au courant des sorties. Genre le Black Panther 2 et tout ça, enfin, j'étais obligée, même Ant-Man et la Guêpe, qui sont pas forcément la licence principale de Marvel, mais t'en entends parler, là, le dernier Quantumania, je vais jamais aller le voir, j'ai quand même vu la bande-annonce, je vais beaucoup au ciné, donc forcément je me bouffe les bandes-annonces, je suis obligée d'être au courant. Mais franchement, t'as pas le choix, tu dois être au courant parce que tout le monde t'en parle, tu le vois partout, c'est placardé, c'est le blockbuster américain qui est à la mode aujourd'hui, même si on rentre dans une phase où j'ai l'impression que ça perd vachement en vitesse Marvel en ce moment. J'ai l'impression que ça s'essouffle depuis la fin de la 4e phase ou de la 3e phase. C'est depuis Endgame, c'est ça ? C'est ça, depuis les tout derniers Avengers, ça s'essouffle un peu. Il y a eu les Éternels qui ont pas trop marché. Après, ils ont eu toute la phase Covid. On sort à la fois... La phase Covid. Non, mais c'est vrai, c'est comme le film Black Widow. C'est une phase à part entière, la phase Covid. Ils ont sorti Black Widow à la fois sur les plateformes, pas au cinéma, où ils ont fait un mix entre les deux. Du coup, ça a pas marché. Il y a commencé à avoir aussi l'avènement des séries sur Disney+, du côté de Marvel. Bon, je sais pas quel est trop le succès, mais en tout cas, au niveau des critiques, c'est pas ouf. Mais ouais, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu et que peut-être les gens commencent à en avoir marre de la formule qu'on voit depuis des années sur les Marvel. Même si moi, j'avoue, j'étais plutôt bon public au départ. Moi, j'aimais bien les premiers Marvel. J'étais allée voir au cinéma Thor. J'ai jamais aimé Captain America. Mais bon, les Avengers, moi, j'avais plutôt bien aimé les derniers.
Mais oui, moi ça s'essouffle et puis il y en a marre quoi. On bouffe que de ça. Ça me saoule. Après, il y a aussi, autre chose dont on parlera, il y a les séries que je trouve vraiment plus intéressantes. On ne va pas forcément dans du Marvel, mais même les séries Marvel, je les ai essayées, c'est pas ouf quoi, Miss Marvel et tout ça. Et She-Hulk, on en parlera dans cette émission. Parce que putain, qu'est-ce qui s'est passé les gars, on est en 2023, donc on parlera de She-Hulk. Mais vraiment tout ce qui va être série, un peu sur le côté encore une fois, qui sont pas des grosses licences, mais The Boys que je trouve être vraiment excellent en termes de réalisation, en termes de parti pris et en termes d'écriture. On va voir aussi Invincible, la série d'animation Invincible qui est également sur Prime Video. Les séries d'animation aussi de la série Harley, je la trouve très très chouette. Enfin, je suis plus partante pour de la série, mais pas Marvel, parce que vraiment Marvel, je trouve que c'est très mal écrit, qu'ils se reposent sur leur laurier, et ça marche. Moi, ça me bute que les gens soient assez cons pour aimer ça. Ça m'énerve, c'est pas bien réalisé, c'est pas bien écrit, on vous sort les mêmes scénarios, c'est sexiste, je ne peux pas. Ouais, franchement, c'est ça me l'usine, saoule. Ah bah oui, mais tout le monde y va. À chaque fois, tu vois, chaque nouveau film, ça bat des records de sortie, et j'ai l'impression que les gens n'apprennent pas de leur erreur. Et même Marvel enfin, tu vois, moi, en fait, ça me saoule parce que j'ai été voir le deuxième Doctor Strange. Marvel m'a tout vendu pour que j'aille voir ce film et j'y suis allée. Donc moi tu vois, aussi. je suis une victime aussi. Ouais. Tu vois, on me dit Sam Raimi qui réalise. Bon, tu sais très bien que les réalisateurs Marvel, ils réalisent plus ou moins. Hein. Encore une fois, c'est surtout un nom pour faire du marketing et faire venir les gens. Et je suis pigeon, j'y suis allée. Hein. Mais voilà, on te vend un film d'horreur qui est un peu horreur, mais qui en est pas totalement un. Enfin, en restant quand même dans une recette qui est très Marvel, avec énormément de fanservice. Ça m'a saoulée, mais j'ai quand même apprécié. Mais bon, c'est un film parmi tant d'autres dans une année. Mais ouais, Marvel, j'espère vraiment que ça va s'essouffler. J'espère à la limite plutôt une renaissance de la Warner avec les licences d'ici plutôt que Marvel, où vraiment j'en ai ras le cul, quoi. C'est plus possible. On est marre. Voilà. Mais on est là pour parler des super-héros dans la pornographie. Vous avez bien compris qu'on va un petit peu catégoriser selon les maisons, pas les maisons les Poudlard, licences, mais les maisons, les licences, merci. On va commencer dans un premier temps par tout ce qui concerne justement Marvel. Donc Marvel, dans les plus grosses licences, on va vous citer les Avengers. Donc dans les Avengers qui comprennent plein de sous-super-héros qui vont avoir leurs propres films, leurs propres aventures. On va citer les Iron Man, Captain America, Black Widow. Qui est-ce qu'on a d'autre ? On a les X-Men qui commencent à revenir également, qui commencent à se mêler un petit peu à tout ça. Les 4 Fantastiques. Donc voilà, vraiment, je pense que quand on parle de super-héros, enfin non, c'est DC et Marvel, mais c'est vrai que c'est Marvel qui prend plus le pas, j'ai l'impression, dans l'imaginaire collectif que d'ici. Même Batman, pour moi, c'est pas vraiment un super-héros, mais bon, ça se discute. Mais tout ça pour dire, on commence par Marvel et le porn. Et déjà, moi, j'aimerais commencer par, je pense que tu as noté aussi, Wicked Picture. Ah bah oui, bien sûr, non mais ils sont partout. Déjà, quand tu tapes Marvel ou DC, je savais même plus par où commencer. Il y a trop de trucs, c'est trop bien. Il y a énormément de choses. Et Wicked Picture, donc c'est un studio américain qui existe depuis plus de 25 ans. En 2013, ils font appel au réalisateur Alex Brown, qui signe un contrat exclusif avec eux pour lancer des films X fantastiques et surtout parodiques avec une sous-catégorie qu'ils vont appeler Wicked Comics. Et en 2020, d'ailleurs, ce mec sera à la tête de la boîte. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a énormément, enfin c'est vraiment un filon pour eux de faire toutes les parodies X autour des super-héros qui vont toujours être accompagnées dans le titre de Spider-Man XXX, un Alex Brown parodie, She-Hulk XXX, un Alex Brown parodie. Enfin c'est vraiment devenu une marque de fabrique. Et donc ils vont faire, franchement ils en ont 20 000, il y a X-Men, il y a Thor, des fois ils font même des crossovers entre licences. J'ai vu Spider-Man versus Superman, Avengers versus les X-Men, j'ai vu du Dark Knight versus d'autres super-héros Marvel, enfin il y a vraiment énormément de choses et je pense qu'ils arrivent à vivre avec ça parce que si vous êtes fan de ce genre de parodie pornographique, là vous êtes servi et je pense que vous avez toutes les réunions possibles sexuelles entre les personnages ont été faites avec eux. C'est obligé, il y en a tellement. Et celui qui m'a marqué, c'est un qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Spider-Pool XXX entre notamment Spider-Man et Deadpool, qui est un personnage qu'on voit assez souvent. Enfin, moi je sais que quand j'ai tapé Marvel dans ma recherche Pornhub, c'est vraiment Deadpool, il revenait très souvent. Et je pense parce que c'est un personnage qui est un petit peu différent de tous les autres super-héros, qui est beaucoup moins lisse, qui est beaucoup plus trash, qui est beaucoup plus sexuel même comme personnage. C'était le premier dans Marvel, justement. Deadpool, je me souviens quand c'est sorti, toute la communication, le marketing qui s'est fait autour de Deadpool, c'est la première fois qu'on vous présente un super-héros qui est trash, ça va être un petit peu gore, ça va être un petit peu sexuel, on va vraiment arrêter de faire dans la dentelle, tu vois.
et spoiler, c'était pas vraiment le cas, mais c'était le premier super-héros qui vraiment se détachait des autres, qui c'était un peu à la The Boys d'une certaine manière, mais avec beaucoup d'humour aussi, avec vraiment cet humour Marvel. Mais les films sont pas très bons, moi je trouve. Après, moi j'avais un bon souvenir du premier. Après, oui, c'est le premier, mais c'est le dernier. Enfin, ils ont jamais refait ce genre de personnage. Mais je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Et donc voilà, dans cette parodie Spideypool. Après, c'est vraiment des longs films, hein. On n'est pas sur des vidéos où c'est juste une petite séance de sexe avec une vidéo qui va durer, de 20 à 40 minutes. Là, on est vraiment sur des films d'une heure, voire 1h30. Mais moi, j'ai vu plutôt des petites parties de ce film. En gros, c'est une meuf qui va aller à une audition pour le nouveau film Deadpool. Et quand elle sort de l'audition, il y a le mec qui joue Deadpool, qui est toujours habillé dans son costume, qui se comporte comme lui, en fait. Il s'adresse à la caméra, il fait des vannes hyper salaces, il brise le 4e mur. Et voilà, ça va se terminer par tu es très doué dans ton jeu. Ah oui, tu veux un autographe ? Ok, pas de souci. T'as un bout de papier ou je signe sur tes seins, tu vois, en regardant la caméra en mode wink wink. Et bref, ça va faire l'amour directement dans la salle de casting. Il y a des cuts, il y a d'autres scènes, il y a plein de personnages. C'est vraiment un peu en mode Avengers. Il y a tous les personnages des Avengers. Il y a Doctor Strange, Captain Marvel, Spider-Man. Et beaucoup de Black Widow. Beaucoup de Black Widow, ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, beaucoup de Captain Marvel aussi, quand même. Et aussi du Gwen Stacy, notamment la version New Generation. Tu veux dire, oui, Spider-Gwen, c'est ça ? Ouais, Spider-Gwen. Okay. Avec son costume de Spider-Man, mais en blanc. Mais en effet, écoute, je vais te rejoindre. Pour moi, la vidéo qui m'a le plus marquée, c'est aussi une vidéo Deadpool. C'est vraiment, je trouve, la réelle... Je sais pas si c'est le même film qu'on a vu, en tout cas, c'était pas le même extrait quand tu décris ce que t'as vu. Mais moi, c'était vraiment une scène d'action, c'était pas forcément dans un casting. Et c'était l'un des méchants du 2e. Alors, j'ai pas les noms, je suis vraiment désolée, j'ai pas trop de vidéos à regarder, j'ai pas eu le temps de chercher tous les noms. Et en gros, c'est Deadpool qui est contre l'un de ses ennemis, je crois qu'on voit dans le 2e, si je me trompe pas. Et il est face à une meuf Deadpool. Où en gros, tu vois, c'est aussi une meuf avec une queue de cheval. Et elle commence à baiser avec l'ennemi. Et en gros, t'as Deadpool qui brise le 4e mur exactement en disant non mais what the fuck, attendez, c'est mon porno, pourquoi est-ce que je suis pas en train de baiser dedans, c'est qui a écrit cette merde? Et en gros t'as le réalisateur et le producteur qui arrivent dans la scène qui font bon, vas-y, et ils ont tout un échange en mode ok, qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu veux qu'on fasse ce truc, comme ça, d'accord, ok, qu'est-ce que tu veux comme type de meuf, une meuf comme ça, bah ouais, pas de souci, on te les apporte, c'est ton film après tout. Et ensuite t'as le porno qui commence, mais c'est hyper bien écrit. Je trouve que ça joue vraiment très très bien avec les codes justement du film Marvel des 2 films Marvel qu'on a pu voir. Je trouve les pornos Deadpool, ils sont hyper bien. La partie sexe, elle est vraiment hyper cool. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment trop kiffé. Au bout d'un moment, j'ai fini par chercher que les Deadpool parce que ça me faisait marrer et que même les parties cul, elles étaient bien. Enfin, ça colle bien au personnage, ça colle bien à l'univers et limite, je me dis, mais c'est un truc crédible, c'est un truc que je pourrais voir dans les comics et qui marche avec le personnage. Et ça m'a excité en plus, quoi. C'était trop bien. À mon avis, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce que comme le personnage est assez barré et assez l'un des rares super-héros très sexuels, très salace et tout, donc je pense que c'est pour ça que c'est plus crédible et que ça marche bien et que du coup, tu sais, t'es pas en mode non mais ça va pas, ça fait bizarre. Là c'est genre oh bah ouais, Deadpool qui fait ça, ouais, pas de problème. Mais oui, c'est ça, alors que les autres, on va essayer quand même de parodier de manière pas sérieuse, mais on va rester quand même dans une espèce de logique. À l'Avengers, en fait, je suis tombée sur un film qui s'appelle Asvengers, Age of Hardon, où en gros, tu vas suivre Black Widow. Alors, j'ai plus son nom porno, parce qu'ils ont donné un autre nom porno, et avoir en fait tous les membres des Avengers pour essayer de remettre la main sur Ultron. Alors, c'est Ultron, encore une fois, Avengers, je suis pas trop dedans, donc Ultron, il me semble, c'est des espèces de robots un petit peu argentés, je sais plus quoi de mes couilles. Et du coup, elle va revoir tous les différents membres, elle baise un petit peu avec eux, etc. Et elle finit par avoir une scène, mais de 15 minutes avec Bonnie Stark, qui est plutôt pas mal. Et ensuite, t'as Hardon, donc qui est pas Ultron, mais Hardon, l'espèce de robot, où en gros, c'est très rigolo parce que, en fait, l'acteur, il porte une sorte de masque au-dessus, tu vois très bien que c'est un masque de Jigsaw. Tu vois, le film d'horreur Saw, qu'ils ont juste peint en argenté, et je trouvais ça un peu ridicule. Et ensuite, ils sont poursuivis, ils doivent retrouver le robot, et Ken avec le robot. Enfin voilà, il y a tout un enchevêtrement de choses. Mais on essaie de rester dans un truc qui est quand même crédible dans un monde de super-héros en étant porn. Alors que Deadpool, comme tu dis, comme c'est un super-héros qui est à la base irrévérencieux, assez what the fuck, mais ça colle tout de suite. T'as l'impression limite de voir une scène coupée, une scène coupée Marvel d'une certaine manière, parce que même les costumes, ils sont bien faits. Enfin, je trouve que les costumes
Les interprétations des personnages sont pas trop mal, quoi, de manière générale, de ce que je voyais. Je trouve ça super intéressant. Ouais, j'allais dire, je trouve que niveau des costumes et de l'immersion, c'est pas trop mal. Bon, surtout qu'après, quand tu reprends les films Marvel, une scène d'action, il suffit d'aller sur un parking un peu délabré ou dans un garage, tu vois, ça suffit. Donc, ils réutilisent un petit peu tous ces codes qu'on voit dans les films. Et moi, je trouve qu'on sent vraiment un vrai amour, tu vois. Il y a vraiment un espèce de... Tu sens que les gens qui réalisent, ils se sont vraiment matés plein de fois les films, ils kiffent ça. Enfin, ça fait partie de leur culture, les super-héros, les comics. Donc, je trouve que c'est plutôt bien repris. Je termine juste une dernière vidéo sur Deadpool qui m'a beaucoup fait rire avec Black Widow, qui est d'ailleurs jouée par une actrice russe. Lol. Où en gros il se retrouve face à un ennemi qui je crois n'est pas un ennemi du tout connu de l'univers Marvel, mais en gros son pouvoir c'est de pouvoir tout reproduire, absolument tout et n'importe quoi à l'identique. Donc Deadpool va un peu le tester, voilà, il va faire des vannes, il va faire son Deadpool, il va s'agacer et à un moment il va sortir son sexe en mode ah bah vas-y, apparemment tu sais te reproduire, et bah essaie de reproduire cette magnifique chose. Évidemment, il va quand même réussir à la reproduire et ils vont devoir comparer leur pouvoir en baisant les deux femmes derrière. Donc je crois que c'est Black Widow et Black Canary. Par contre, les meufs sont vraiment des potiches. Je sais pas si t'as vu des trucs avec des super-héroïnes un peu plus investies dans leur truc, mais moi c'était vraiment genre elles servaient juste de trou aux super-héros, quoi, tu vois, alors que c'est quand même des super-héroïnes connues, enfin... Avengers, je te dis, c'était Black Widow l'héroïne et c'est elle qui faisait en sorte que l'histoire suive et tout ça. Enfin, elle était vraiment bien Black Widow dans Avengers, mais de manière générale, ouais, dans tout ce qui va concerner Marvel, ouais, les meufs, elles ont pas une très très bonne image. Déjà, les meufs, Black Canary, attention, c'est du DC, il me semble, parce qu'elle est oui, t'as raison. Birds of Prey, c'est du oui. DC. Donc, à mon avis, t'as eu un crossover de ouais, ou alors c'est une héroïne dont j'ai pas reconnu le costume. T'as vraiment dans les Marvel, les personnes qui vont être représentées, c'est surtout Black Widow, Captain Marvel, comme tu dis, qui est assez surprenant, sachant que Captain Marvel, c'était la volonté en tout cas de la réalisation de Marvel, c'est de faire un film féministe avec une héroïne forte, avec une héroïne qui est pas forcément sexualisée, même si, spoiler, elle l'est quand même pas mal. Et on va retrouver aussi beaucoup de Spider-Gwen, mais ça va vraiment être les trois, et comme tu dis, Black Widow, ça va vraiment être un trou. Captain Marvel, va y avoir le fantasme de la meuf qui est surpuissante et que tu vas quand même pécho. Et Spider-Gwen, pareil, c'est un trou. J'ai vu pas mal de Venom et Spider-Gwen qui étaient plutôt pas mal. Mais ouais, pas beaucoup de bonnes représentations des héroïnes. De manière générale, dans Marvel, j'étais fouillée un peu côté X-Men et pareil, tout ce qui est le Phénix, j'ai oublié son nom, Jane, je sais plus quoi. Ah oui, Jean Grey. Ouais, Jean Grey, merci, c'est ça. Pareil, c'est plus du fantasme qu'autre chose. Et t'as aussi les Teen Titans. Teen Titans, oui. Alors j'ai pas été trop creusée. Alors Teen Titans qui est aussi une série d'animation Marvel avec Robin, merde, j'ai oublié les noms. Je la regarde pas particulièrement, mais j'en entends beaucoup de bien de manière générale de cette série. Mais pareil, ça c'est une catégorie à part entière. On pourra en faire tout un épisode tellement il y a des choses à dire. Mais pas beaucoup de bonnes représentations de notre super-héroïne. Bon, j'ai envie de te dire un petit peu comme dans les films. Un petit peu de Gamora, gentiment, parce que c'est vrai qu'on vous parle que de live, mais il y a aussi pas mal d'animations 3D. Qui sont pas forcément trop dégueux, et aussi beaucoup de fan comiques. C'est-à-dire vous allez lancer la vidéo et ça va être en fait une parodie porno comics et vous allez avoir les pages qui se tournent régulièrement. Beaucoup de parodies comics et c'est là où tu vas retrouver davantage d'intrigue, davantage de position de force pour les personnages féminins, mais dans tout ce qui va être live parodie, non, les femmes, ça reste des trous, en tout cas en ce qui concerne les licences Marvel. Ouais, pour juste finir sur l'animation 3D, moi c'est là que j'ai vu le plus de Hulk. On avait le côté monstre qui était mis en avant, le côté énorme bite évidemment, et surtout pas mal de God et de sextoy Hulk. Et ça existe, il y a des sextoys Avengers, je me souviens que j'avais vu ça, comme on a eu des sextoys Pokémon, on a des sextoys aussi Avengers qui sont sortis, donc t'as la queue d'Iron Man, t'as la queue de Hulk qui est vraiment un truc hyper massif, t'as le marteau de Thor, t'as pas mal de trucs en vrai en sextoy qui sont plutôt rigolos je trouve. Et en partie aussi un petit peu fantaisiste, je note un audio porn que j'ai vu entre Venom et Eddie Brock. Donc pour rappel, Eddie Brock c'est l'humain qui est censé être l'hôte de l'extraterrestre Venom. Dans le film, surtout, Venom a une voix un peu transformée, hyper grave, avec pas mal d'écho et tout, enfin vraiment un truc qui n'est pas naturel du tout. Et donc là, il y avait un truc assez sympa vraiment d'histoire construite par rapport au pouvoir de l'un et de l'autre. Et là, le fait que Eddie ne peut pas contrôler entièrement Venom, donc il va y avoir tout un délire de séduction entre les deux, qui se partagent le même corps, et puis Venom qui est quand même un méchant Marvel, qui a une énorme langue et qui fait très tentaculaire. Donc on rentre aussi dans les délires très hentai. Tu pourras me l'envoyer ? Ça m'intéresse. Franchement, elle était pas mal. En fait, c'est vraiment le truc, et c'est là que tu te dis le pouvoir de l'audio porn et de l'audio. Il suffit de faire des bruitages assez sympas, d'avoir de très bons acteurs, et ça paraît crédible.
t'as pas, enfin voilà, c'est le pouvoir de l'audio. Bah, c'est ce qu'on reproche de toute façon, de manière générale, à l'audioporn, hein. C'est qu'en France, on reste sur des scénarios qui sont vraiment très réalistes, très ancrés dans une réalité qu'on peut connaître et accessible. Là où je trouve que franchement, mais on peut tout faire, les gars. Enfin ouais, voilà. Mais je trouve que Marvel, de manière générale, et même l'univers des super-héros, c'est tellement sujet à pouvoir avoir un univers sexuel fort que je trouve que ça fait du bien de voir du porn là-dessus. Oui. Enfin, je trouve bien, ça comble en fait plein de manques que j'ai, où, en lisant un peu les comics, on en parlera davantage dans la deuxième partie de l'émission, mais toute la présence de la sexualité dans les comics, ça reste hyper sexiste, ça reste hyper soft de manière générale, et je trouve ça très agréable de voir du porno justement sur le monde des super-héros hors The Boys, qui est quand même assez particulier et qui est assez sexuel. Ça fait du bien en fait de les voir se dévergonder, se faire un petit peu plaisir, quoi. Ouais, puis c'est des personnages que t'as l'impression de connaître depuis des années. Enfin, tu sais, vraiment, si le premier Spider-Man au cinéma c'était 2002, il y en avait déjà eu avant. Enfin, ça fait genre 20 ans, voire presque 30 ans qu'on grandit avec ces personnages, qu'on connaît. Il y a des acteurs qui représentent ces personnages depuis une dizaine d'années. Enfin, ouais, c'est des gens, t'as l'impression de les connaître, et du coup, je trouve, ouais, ça fait du bien, en fait, de les voir baiser. Et on va passer à la deuxième catégorie, donc après Marvel, forcément, il y a DC Comics. Donc là-dessus, on va partir sur des licences qui sont bien plus populaires, j'ai l'impression, de manière générale. Dans la pop culture, on va partir sur du Batman, on va partir sur de la Justice League, tout ce qui va être Suicide Squad également. Mais moi, je suis plus team DC que team Marvel me concernant, et je crois que toi aussi. Bah, déjà, de base... tu veux dire hors porno ? Oui, alors moi je suis team DC porno et tout univers confondu, mais te concernant. Ouais, j'aime beaucoup DC. Bah, après, en fait, c'est surtout que j'adore Batman, hein. J'adore les méchants Batman. Alors moi, c'est vrai que je l'ai pas trop dit en détail, je l'ai dit dans ma chronique, mais j'ai lu peu de comics. Enfin, toi, t'en as lu beaucoup plus, moi j'en ai lu très peu. Les premiers comics que j'ai lus, c'est The Mask, en référence à ma passion pour Jim Carrey, et les Batman. C'est vraiment les comics que je suis en train de lire, que je découvre, c'est la cour des hiboux, c'est des trucs un peu Injustice et tout. Enfin, voilà, il y a Silence aussi, notamment, qui est un bon comics. Enfin bref, c'est les seuls comics que je connais. Et après, dans l'univers super-héros, c'est vrai que c'est aussi Batman que je préfère, hein, les jeux vidéo, les films. J'adore. Et c'est vrai que même en porno, je trouve que c'est plus fun. Alors après, je trouve le héros taciturne Batman fonctionne bien dans ce genre de situation. Et je trouve que même les femmes sont mieux traitées. Ou en tout cas, elles sont moins potiches dans les pornos parodiques d'ici que dans ceux de Marvel. Mais parce que dans DC, je trouve de manière générale les personnages féminins moins potiches que dans les Marvel. À voir un petit peu, mais je trouve que souvent elles sont juste très badass et très bonnes, alors que DC offre une couche, en tout cas surtout dans l'univers Batman. C'est vrai qu'on va surtout parler de l'univers Batman, mais la raison pour laquelle il marche aussi bien, c'est que chaque personnage a son histoire, on a vraiment des focus sur chaque personnage, et les personnages féminins ne sont pas en reste, et ça devient des personnages qui sont forts, que ce soit Poison Ivy, que ce soit Catwoman, que ce soit Harley Quinn, qui est vraiment l'une des méchantes, enfin l'un des personnages féminins les plus intéressants du monde du comics, je trouve. Elles ont vraiment une profondeur et une lecture qui est hyper intéressant, et elles sont vachement aimées, ce qui fait qu'elles sont mises en avant aussi dans des films ou des séries de manière indépendante, sans forcément être le groupe de super-héros dont la bonasse. Et je trouve que c'est souvent ce que tu vois revenir dans les Avengers, c'est tu regardes les Avengers, c'est Black Widow, elle tire un peu au flingue et elle est bonasse, et elle a une histoire d'amour avec Hulk. Voilà, tu vois, si tu fais... Niveau personnage féminin, c'est pas toujours ça. Même Captain Marvel, je la trouve pas forcément très transcendante. C'est une Marie-Sou, quoi. C'est un personnage qui est tellement parfait qu'elle en devient insupportable. Là où DC arrive à creuser les trucs, et ils ont essayé de le faire avec Harley Quinn. Bon, il y a eu le premier Suicide Squad, je pense qu'on a tous le même avis dessus. Il y a eu Birds of Prey qui était vachement bien, mais on avait été le voir ensemble, c'était très mais cool. qui était vachement cool, qui au niveau de la construction des personnages féminins, je les trouve vachement cool, et on s'était fait cette réflexion de putain, j'aurais trop voulu voir ça quand j'étais ado, quoi. C'est vraiment le genre de film que je veux voir quand je suis ado, quand je suis une jeune fille en construction. Et le nouveau Suicide Squad, où ils sont revenus sur une écriture qui est pas ouf, je trouve. Et on aura une prochaine Harley avec Lady Gaga. Oui, très curieuse. On a vu la première image avec le Joker de Joaquin Phoenix. Mais c'est vrai que du coup, dans le porno, ça se répercute vachement bien, tous les personnages, parce qu'en plus, c'est des caractères... Enfin, Harley Quinn, elle a le côté un petit peu fofolle. Donc dans le porno, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment... les femmes prennent plus la parole. Et tu vois, c'est con, mais là, je suis tombée sur un plan A3 avec une meuf. Donc ça pourrait être un plan A3 assez lambda avec une meuf qui se fait dézinguer de partout. Et là, la meuf, c'était Wonder Woman. Et elle devait séparer Batman contre Superman. Ah, je l'ai vu aussi, ok. Ils sont sur un toit. Et franchement, j'étais là genre... franchement, le plan A3 est pas mal. Elle a un discours, elle a l'air de kiffer, elle a l'air d'aimer le moment. Il y a un cuni, mais un long cuni. Enfin voilà, tu sens qu'il lui donne du plaisir. Enfin, je sais pas, le traitement des meufs est mieux fait, même dans le porno, alors qu'on s'attend pas à ça en général.
Non, je suis d'accord, et même Wonder Woman de manière générale, c'est vrai qu'on l'a pas cité, mais tous les pornos dans lesquels je suis tombée de Wonder Woman, c'est vraiment souvent plus des relations lesbiennes avec Wonder Woman, mais elle a un rôle, elle va sauver l'univers, c'est pas genre « oh, vous m'avez sauvé, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» Franchement, il y a des histoires, il y a des intrigues, j'étais vraiment à fond dedans. Et il y a un truc que j'ai remarqué, alors je sais pas ce que t'en penses, mais par rapport au Marvel, je trouve que les acteurs qui jouent dans les parodies d'ici, ils sont à fond. Genre vraiment, c'est limite donner-leur un Oscar. Ils sont beaucoup trop investis. Bah, tu vois, par exemple, dans le threesome Batman, Superman et Wonder Woman, ça commence, en fait, la vidéo s'ouvre sur Superman qui écoute l'univers comme il a une super Wii, il écoute un peu où il y a des problèmes. Et le mec, il est à fond, tu vois, il écoute, il est en mode non! Et il saute, il va faire le tour de la planète et revient et réécoute. Oui. Avec Batman. Ils sont beaucoup trop à fond. Et ça m'a fait kiffer, tu vois. C'est là où tout ce que tu disais des acteurs qui aiment ce qu'ils font, ça se voit. Et je trouve ça trop bien de voir en fait des acteurs et des actrices porno qui kiffent ce qu'ils font et qui kiffent ce qu'ils jouent. Et ça se voit, ça se sent. Et même dans l'acte sexuel, ça se sent encore plus, j'ai l'impression. Tu sens vraiment de la passion, tu sens vraiment l'envie de donner, d'incarner le personnage jusqu'au bout. Et j'ai vu une autre vidéo justement avec Harley Quinn et The Joker, The Joker version Kyra du premier Suicide Squad, où ils sont dans les égouts. Et je crois que c'est Tommy Pistol qui le joue. Et justement, le mec, il est beaucoup trop à fond, quoi. J'ai fait, mais vraiment, il reprend les mimiques, il reprend la manière de parler, il reprend tout, et même le make-up est bien fait. J'ai fait, putain, je suis trop contente de voir ça, je me suis éclatée. C'était trop bien, les histoires, elles sont bien, le sexe, il est bien. Franchement, c'est trop bien. En plus, c'est marrant parce que, tu sais, t'évoquais que là, t'avais un Joker du Suicide Squad. Et ce que j'aime bien, c'est que par rapport à Marvel, où ce qui a surtout marqué, c'est la représentation des super-héros fait par le Marvel de Disney depuis une dizaine d'années. Mais Batman et Superman, t'as quand même beaucoup plus de variété. T'as la série animée, t'as le Batman de Christopher Nolan, le Batman de Robert Pattinson, celui des Tim Burton. Et en fait, du coup, tu peux piocher selon les parodies porno, genre ah bah tiens, un Joker version Heath Ledger, ah bah tiens, un Joker version Suicide Squad, ah bah là on est plutôt sur un Joker à la Christian Bale. Enfin tu sais, tu sens qu'il y a vraiment un amour de la licence et de l'univers Batman. Et je trouve très intéressant aussi, c'est que dans la partie Marvel, on avait davantage une représentation, enfin quand tu tapais ça, tu voyais surtout Black Widow et d'autres meufs se faire défoncer. Là je trouve que t'as plein de choix quand tu veux regarder des super-héros, pas des super-héroïnes mais des super-héros. Donc forcément vous allez avoir encore une fois plein de Wonder Woman, vous allez avoir plein de Harley Quinn, mais je vais avoir plein de Batman, je vais avoir plein de Superman, je vais avoir plein de Joker, je vais avoir plein de trucs aussi pour moi qui suis spectatrice féminine et qui j'ai envie de regarder un petit peu des gars aussi, tu vois, pas forcément des meufs, sachant que Wonder Woman on part pas mal dans des délires un peu lesbiens qui m'ont beaucoup plu. Mais c'est vrai que j'étais contente de voir que j'avais du choix aussi en tant que spectatrice pour me faire plaisir sur des super-héros qui sont pas mal, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Et Batman aussi, je trouve, c'est un personnage qui se fait pas mal dominer. Ouais. Je l'ai vu pas mal dominé par Wonder Woman et surtout par Harley Quinn, un peu genre les ennemis et tout. Mais en fait, souvent, tu vas voir Batman un petit peu qui se retrouve dans une situation inconfortable, il est ligoté, il peut plus bouger, et ça va être l'héroïne en face ou un méchant aussi quand c'est du porno gay qui va dominer le super-héros. Il y a vraiment une inversion des rôles et de domination que je trouve plaisante. Et il y a aussi des réécritures, tu vois, je suis tombée sur énormément de Wonder Woman Futanari. Donc Futanari, pour rappel, ce sont des femmes qui ont un gros chibre en plus de tout le reste, on a fait tout un épisode là-dessus. Et j'ai vu plein de Wonder Woman Futanari avec son fouet et avec des belles animations 3D, enfin franchement... j'en ai vraiment eu pour mon argent que j'ai pas payé, quoi. J'étais trop contente et j'ai pensé à toi dans une dernière vidéo. Je suis tombée sur une séance de massage par le Joker, mais le Joker version Joker. Donc ça veut dire que tu commences à voir le mec qui se maquille comme dans le film avec Joaquin Phoenix qui vraiment après va masser la meuf, vraiment une séance de massage par le Joker, et c'était bien. J'étais très surprise. J'ai regardé ça, j'ai fait putain, ça m'excite et tout ça. Enfin, vraiment hyper bien, quoi. C'est comme tu dis, il y a plein de relectures possibles, même avec le nouveau Joker qui se veut dans un monde pas si super héroïque, en tout cas qui sort des conventions des super héros tels qu'on a l'habitude. Ouais. C'est ça, et c'est vachement intéressant. Et je trouve qu'il y a une espèce de lâcher prise et d'imagination multipliée dans tout ce qui concerne DC, même dans l'incarnation des personnages, qui est hyper plaisante et qui se sent même dans les scènes pornographiques, ce qui fait que j'ai pas l'impression de regarder juste un porno à papa, un gonzo, un truc un peu hard. J'ai l'impression de suivre une histoire, de suivre des personnages, et ça me plaît vachement. Moi, je note quand même, j'ai vu une vidéo, j'ai vraiment très envie d'en parler. Sur le Pornhub gay, on a quand même pas mal de Superman, mais on a beaucoup de Batman, parce que c'est quand même la licence phare. Et j'ai vu à un moment une vidéo où Batman, qui sort de nulle part, parce que c'est un peu sa spécialité, arrive dans une maison pour choper les informations d'un espèce de mafieux qui est là. Et il est là en mode « Tu vas parler, si, tu dois parler, dis-moi, à moins que tu ne résistes au Batsuck ». Et en fait, tu vas avoir ce Batman
qui va utiliser le bat quelque chose pour définir toutes ses actions et tous les accessoires qu'il utilise. Genre à un moment, il va utiliser le bat lube pour le lubrifiant et il va utiliser les bat tickle, donc les bats chatouilles, pour le torturer comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez fun et ça m'a fait du bien. Et franchement, c'était une vidéo plutôt excitante. Mais c'est vraiment pas mal. Et après, on va retrouver pas mal de cosplayers et cosplayeuses. Les fameuses Purple Beach, qu'on a souvent citées quand on parlait de licences, de parodies pornographiques de licences comme League of Legends, Pokémon, ce genre de choses. On les retrouve souvent. C'est une sorte de petit collectif de nanas qui sont hyper douées en cosplay, qui font des très très bonnes vidéos. Et dans le plus what the fuck que j'ai vu un cosplay de Superman en mode Man of Steel. Donc on voit pas la tête, mais on voit juste un très beau corps, un man qui est très bien fait, qui ken une peluche licorne. J'ai pas compris, mais je l'ai regardé du début à la fin en me disant qu'est-ce que je suis en train de regarder. Même ça me fascine. Voilà, sachez que ça existe. Est-ce que t'as vu du Catwoman ? Ouais, j'ai vu quand même un petit peu de Catwoman, mais pas trop. J'ai plus vu, en tout cas, dans les personnages féminins, la plus représentée, je pense que c'est Harley Quinn, très clairement. Catwoman, j'en ai vu un petit peu, surtout dans des vidéos d'animation 3D, mais c'est pas forcément celle que j'ai beaucoup vue. Et je pense que l'explication, c'est pour moi, dans le monde du porno, plus un personnage est déjà de base sexualisé et montré en étant très sexuel, moins tu vas le retrouver dans la pornographie parce que justement on essaie de détourner des choses qui sont plus cachées. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça paraît trop évident et en fait elle est déjà, limite elle est déjà bandante telle quelle, pas besoin de mettre du porno quoi. Ouais, c'est ça, mais j'en ai retrouvé encore un petit peu, mais c'est vraiment pas celle que j'ai retrouvée le plus. Ce qui m'a un petit peu surpris, vraiment, un personnage féminin, c'était Harley Quinn et Wonder Woman, surtout ces deux-là. Mais cela dit, j'ai vu pas mal de Supergirl aussi. J'ai remarqué quelques vidéos de Supergirl, souvent en featuring avec Wonder Woman pour avoir des scènes lesbiennes, mais j'ai remarqué pas mal de Supergirl également, qui est pas encore un personnage qui est revenu jusqu'à présent dans les licences au cinéma, mais quand même qui a assez marqué l'imaginaire collectif pour être bien représenté dans le porno. Et on va passer à la troisième catégorie. Alors, on a décidé d'essayer de parler en tout cas des autres super-héros, tout ce qui va être hors licence Marvel et DC. Et moi, je t'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose. Qu'en est-il de ton côté ? Alors je pense que la super-héroïne que j'ai le plus vue hors Marvel et DC, c'est du Disney, donc je sais pas si ça compte quand même ou pas. En tout cas, c'est du Pixar. C'est laquelle ? C'est les Indestructibles. Ah, putain, j'ai pas pensé aller voir là. Hélène, donc la mère qui en plus a un corps élastique, mais qui n'est pas du tout utilisée dans le porno, ce qui est un petit peu dommage. C'est peut-être dans une vidéo ou deux. Mais enfin voilà, 80% des vidéos sur les Indestructibles, ça va être Hélène, la mère, qui est un personnage qui a quand même pas mal de formes. Elle a une taille très fine, elle a des grosses hanches, elle a une poitrine, enfin voilà. Quelques cosplays, mais surtout des cartoons où elle fait l'amour à des hommes lambda et pas du tout dans l'univers des Indestructibles. C'est-à-dire qu'on la voit jamais avec Monsieur Indestructible, par exemple. Ah, mais j'avais pas pensé, tu vois, moi j'ai plutôt été tapé, j'ai tapé la chose logique qui est The Boys, où tu retrouves plein de compilations de scènes un petit peu sexe dans The Boys, où j'ai retrouvé un petit peu de Starlight, quelques vidéos avec Starlight en VR, en cosplay, en animation 3D, donc pas plus de choses que ça, j'étais un peu surprise. J'ai tapé les Tortues Ninja, je sais pas pourquoi, c'est l'un des premiers trucs qui m'est venu. Bah ouais, c'est un comics à la base, sachez-le. Tortues Ninja à la base, c'est un comics, puis ça est devenu un jeu vidéo, puis c'est devenu une série télé, la fameuse série, la toute première des années 80, Tortues Ninja, qui est très très cool. Mais à la base, c'est un comics, les Tortues Ninja, très très hardos. En plus, les tortues, tu les vois en train de massacrer la tronche de plein de monde. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs avec les Tortues Ninja, mais pas forcément d'une qualité incroyable. Mais j'ai pas pensé forcément à d'autres super-héros. Toi, t'avais quelqu'un d'autre en tête ? J'ai cherché du Hellboy, mais je suis tombée sur plutôt des sextoys gros et rouges. C'est aucun cosplay de Hellboy ni aucune vidéo d'animation. Non, par contre, je suis tombée sur des vidéos de super-héros, mais qui viennent d'absolument aucune licence existante. C'est-à-dire, par exemple, je suis tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup fait rire, qui s'appelle Thought Love, une reconstitution d'une famille un petit peu parfaite, c'est-à-dire que la vidéo commence, t'as la femme qui est en train de cuisiner, en train de finir la vaisselle et tout, t'as son mari qui rentre avec un costume de super-héros, mais lambda, en fait, qui ne vient d'aucune, ni DC, ni Marvel, ni autre chose. Il rentre à la maison en mode j'ai bien bossé, j'ai sauvé 2 personnes et le monde, et toi qu'est-ce que t'as fait ? Et sa femme qui s'agace de je me dois dans tout ce qu'il faut faire à la maison, je travaille à la maison parce que t'es jamais là, je me fais chier, tu sauves tout le monde et on fait même plus l'amour, et donc ils vont faire l'amour. Mais en gros c'est juste, tu plonges dans c'est quoi la vie d'un super-héros lambda ? Donc c'est vraiment un super-héros mais qui n'appartient à aucune licence. Tu sais pas quel est son pouvoir, tu sais pas comment il s'appelle. Et j'ai vu plusieurs trucs comme ça. J'ai vu notamment une vidéo entre 2 femmes où c'est une femme qui va sauver une autre. Mais pareil, tu vois, elle vient d'aucune licence.
Ouais, c'est juste des figures super héroïques. C'est ça. En gros, c'est juste elles ont un costume moulant avec une cape. Ok. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le N'importe Q, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. On va passer à la deuxième partie de l'émission avec une première question où on se demande tout simplement est-ce qu'il y a du sexe dans les univers de super-héros, que ça soit du comics ou au film ? On va peut-être commencer par le comics dans un premier temps, vu que c'est la base. Oui, il y a beaucoup de sexe quand même dans les comics, que ce soit Marvel, que ce soit DC. On est dans des personnages et des univers qui sont quand même très adultes, très matures pour l'essentiel, surtout dans tout ce qui va concerner Batman, DC Comics. On est avec des gens qui sont très beaux, que ce soit les hommes ou les femmes. On parlera de sexualisation après, mais on est avec des personnages masculins et féminins qui sont très beaux, qui vivent des choses très fortes ensemble. Donc forcément, au bout d'un moment dans les aventures, il y en a toujours qui finissent par faire le tour du groupe ou par ken un petit peu avec l'ennemi, même parfois. On retrouve beaucoup de scènes de sexe. J'en ai noté 3 qui ont créé un petit peu polémique, parce que souvent quand on va avoir la présence d'une scène de sexe ou d'une forte nudité, ça va toujours être sujet à créer une certaine polémique, parce qu'on n'est pas non plus habitué à en voir toutes les 4 pages. Donc j'ai noté dans le top des scènes qui ont le plus marqué une intrigue sur la sextape de Black Widow et de Iron Man qui fuite, où tu vois un petit peu des images. Ouais, il y a ça toute date une intrigue de quand là-dessus. Je sais pas, c'est l'année 2000 il me semble, cette intrigue-là. Putain. Sachant que quand on vous parle de scènes de sexe, vous n'allez pas avoir quelque chose d'explicite, vous allez avoir quelque chose de fortement érotique. Souvent, vous allez voir les formes de la meuf, vous allez voir des visages, un petit peu de plaisir sur 1 ou 2 cases. Et encore, c'est tout, ça va même pas être 2 pages, ça va vraiment être une page assez érotique. On va avoir une intrigue avec Gwen Stacy qui trompe Spider-Man avec Ozzy Osbourne, donc le bouffon vert, où là aussi, en plus, ça marque tout un tournant parce qu'elle finit par tomber enceinte de lui pour aller accoucher dans un pays en Europe. Enfin voilà, il y a toute une intrigue, mais ça avait fait polémique parce que justement, le personnage va coucher avec l'ennemi de Spider-Man, c'est pas forcément le sexe, c'est plutôt la tromperie et la trahison. Et on a également Batman qui s'est tapé à tour de bras Catwoman, Black Canary, Talia al Ghul, voilà, il s'est tapé l'entièreté des meufs de DC, sauf peut-être Harley Quinn. Mais voilà, on a quand même des scènes de sexe qui sont régulièrement mises en avant dans les comics, mais qui créent toujours la polémique d'une manière ou d'une autre. D'une part parce qu'on n'est pas habitué à en voir énormément, et d'autre part parce qu'elles prennent part au scénario. C'est pas souvent gratuit, c'est que ça a un impact ou c'est quelque chose auquel on s'attendait pas. Oui, mais c'est bien justement, c'est ça qui m'énerve, fait que ça soit de la polémique, c'est-à-dire que c'est justifié, ça a vraiment un impact dans l'histoire, et ça agace tout de même les gens. Enfin, ce serait une scène de sexe gratuite, oui, je comprendrais que ça saoule les gens parce que ça n'a aucun intérêt à part le côté un petit peu voyeuriste, un petit peu excitant. Mais là, du coup, il n'y a pas trop de raison de s'agacer, quoi, à part juste, ah non, on touche pas à nos figures de super-héros. Mais je parle de polémique, pas forcément parce qu'il y a du sexe, je pense que je parle de polémique parce que justement, la scène de sexe sert un récit et sert un twist ou un retournement de situation qui n'était pas forcément attendu. Je pense que c'est plutôt dans ce genre de choses ça va plutôt être une polémique dans la narration il y a quelque chose de concret dans une relation entre 2 personnages où on s'y attendait pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, dans les comics, il y a quand même pas mal de sexe. On retrouve également de la nudité, par exemple, il y avait le fameux pénis de Batman qui apparaît dans la pénombre dans Batman Damned. Et même à l'époque, je me souviens, c'était l'année dernière que ça a fait beaucoup de bruit parce que tout le monde disait « Oh mon Dieu, on voit le pénis de Batman pour la première fois !» Et j'avais été voir. C'est te dire à quel point j'étais curieuse. Et il est très beau. On a également des nudités qui vont faire un petit peu plus polémique. Je vais penser par exemple à Miss Hulk qui est justement déshabillée en faisant de la corde à sauter pour attirer le lecteur. Et en gros, le truc de la case et le dessin est plutôt malin. C'est en gros, elle va tellement vite avec sa super force que vous avez des traits de corde à sauter qui lui cachent juste ce qu'il faut. Et vous l'avez dans plusieurs positions en train de faire de la corde à sauter. Mais vous pouvez les retrouver plutôt facilement parce que ça avait fait du bruit à l'époque où justement la série She-Hulk allait sortir, dans le sens où on voulait éviter absolument qu'elle soit sexualisée et qu'on partait quand même d'une héroïne qui est hyper sexuelle. Moi, j'allais revenir un petit peu en arrière, notamment au tout début du comics, en tout cas de l'âge d'or du comics qui commence en 38 et qui s'arrête en 54. Et pourquoi il s'arrête en 54 ? Parce que c'est relié à plusieurs choses, notamment à la sortie d'un livre par un psychiatre qui s'appelle Frédéric Wehrmacht, qui a sorti Seduction of the Innocents, qui met en avant une théorie comme quoi le comics augmente la délinquance chez les jeunes, avec la représentation de crimes, de sexe, de drogue. Et ça va être un petit best-seller quand même à l'époque, où il va faire pas mal le tour des radios, de la télé, de toutes ces choses-là, de tous les médias.
Et en fait, ça va avoir une grande influence quand même sur les Américains et surtout sur les parents qui ont un petit peu peur pour leurs jeunes enfants, qui lisent des choses pas très politiquement correctes. Voilà, ces petits comics qui se vendent à tout va, qui représentent des hommes et des femmes très sexualisés, très violents. Et il va y avoir en même temps une commission d'enquête, toujours la même année, en 1954, par le Congrès autour de la délinquance juvénile. Et ça va forcément aborder le sujet de l'influence négative des comics qui marchent auprès des jeunes, un petit peu comme on peut avoir, malgré tout encore aujourd'hui, en 2022, le sujet du jeu vidéo qui rendrait violent. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs qui existent depuis très longtemps et des débats nuls qui continuent encore aujourd'hui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, voyant que l'opinion publique se positionne un petit peu du côté conservateur en mode contre les comics parce que ça rend les enfants violents, les maisons d'édition vont s'auto-censurer. Elles vont elles-mêmes créer le fameux Comics Code Authority, le CCA, où les maisons d'édition adhérentes vont devoir soumettre leurs œuvres à un comité qui vont accepter ou non si l'œuvre respecte les règles. Et en fait, les règles sont adaptées ou en tout cas inspirées du fameux code Hays aussi au cinéma où on n'avait pas le droit de voir de sexualité, de peau, de choses comme ça. Et donc là, on va avoir des règles très, très strictes, et notamment sur la sexualité, avec toute forme de nudité qui est interdite, des illustrations salaces ou des poses suggestives qui sont interdites aussi, alors que les poses suggestives dans les comics, il y en a quand même un paquet aujourd'hui. Les femmes qui doivent être dessinées de manière réaliste, on a le traitement des histoires d'amour qui doivent mettre l'accent sur la valeur du foyer et le caractère sacré du mariage. Les relations sexuelles ne doivent pas être représentées. Les scènes d'amour violentes, notamment, tout comme les rapports sexuels anormaux, ne sont pas censés être représentés. Quand on dit anormaux, on pense par exemple aux scènes homosexuelles, qui sont considérées à l'époque comme une perversion. Et ces scènes de séduction et de viol ne doivent ni être montrées ni suggérées. Alors heureusement aujourd'hui ça s'est un petit peu calmé, à partir de 89, l'interdiction de représenter des homosexuels est abolie dans cette réglementation, donc heureusement pour plus de représentation de la communauté LGBT il a fallu attendre 89. Et au fur et à mesure, Marvel va quitter ce comité, DC va quitter ce comité et aujourd'hui plus personne n'en fait partie. Et c'est chaud, t'as dit qu'il a été lancé quand ce comité ? Il a été lancé en 1954. Et en fait, il a été aboli officiellement, je crois, en 2011. En fait, DC l'a quitté en 2011 et je pense que c'était vraiment la fin. Mais tu vois, il a tenu longtemps. Après, au final, les gens ne respectaient plus déjà depuis vers les années 60, ça s'était déjà calmé. Il existait, mais au final, les gens sortaient quand même leurs comics. En fait, tu pouvais sortir tes comics, mais si t'avais pas le tampon, les distributeurs pouvaient refuser de le vendre. Ça m'étonne d'entendre ça dans l'univers du comics, qui est assez subversif déjà de manière générale. Et que ça a été aboli en 2011, Enfin, franchement, c'est chaud. Moi, je comprends pas pourquoi restreindre des contenus comme ça, laisser les gens tranquilles. Ah, c'est clair. Non, c'est clair. Mais j'avoue, j'ai été surprise aussi de voir que ça a duré aussi longtemps. Et après, je me dis, à la fois, le comics c'est subversif, et en même temps, ça a été longtemps un outil de propagande aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les Captain America et compagnie. C'était aussi propagande anticommuniste, anti-nazi, avec des héros avec le drapeau de l'Amérique dessus. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un médium qui est vraiment tiraillé. Tu sais, c'est un peu comme le jeu vidéo, t'as fait une bonne comparaison, on sait pas vraiment si c'est pour les enfants, on sait pas vraiment si c'est pour les adultes, c'est que c'est vendu un peu pour les enfants, mais tout le monde peut lire. Et en même temps, ça a des contenus que, c'est pas pour les gamins, je pense que maintenant, c'est un petit peu plus légitimé. Pour moi, le comics, c'est vraiment quelque chose d'adulte, entre guillemets, même si tu peux trouver des comics un petit peu pour les plus jeunes. Et pour moi, c'est quelque chose d'adulte et de dark. Et quand tu vois qu'à l'époque, c'était vachement tourné et aseptisé pour que ce soit pour les enfants, il y a quand même une évolution vachement intéressante où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as l'impression que beaucoup trouvent à travers le comics, une autre manière de raconter des histoires de manière plus intéressante, de manière plus crue, de manière plus visuelle, avec une violence très graphique que je trouve vraiment très intéressante. C'est ça qui me plaît vraiment dans les comics aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment l'ultra-violence et l'extrême gore, personnellement. Et c'est quelque chose que tu ne retrouveras jamais ailleurs, en fait, en image. C'est des choses que tu ne verras pas forcément au cinéma parce que ça coûte trop cher. C'est des choses que tu peux retrouver un petit peu en manga, qui est une autre forme de bande dessinée. Mais j'ai l'impression que le comics, c'est aujourd'hui un nouveau moyen d'expression qui plaît beaucoup, en tout cas, dans tout ce qui est récit ultra-violent, ultra-adulte et ultra-noir. Et je pense que The Boys en est le parfait exemple. Ce qui est marrant quand on voit que les films sont au contraire hyper aseptisés et hyper faits pour le public le plus large possible. Bah oui, mais ça c'est le cinéma, on va pas jamais assez le répéter, mais j'en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais le truc c'est que le cinéma aujourd'hui on parle plus tant de créativité que de rentabilité, surtout dans tout ce qui va être Hollywood.
Et le but pour qu'un film soit rentable, c'est de faire un film qui s'adresse à l'ensemble de la famille, c'est-à-dire aux plus jeunes, comme ça les enfants ils voudront aller le voir, et peut-être qu'avec un peu de chance, comme ils sont teuteux, on est tous passés par là, ils voudront le voir plusieurs fois. Donc ils sont obligés d'être accompagnés d'un majeur, donc tu te dis que quand un enfant veut voir un film, t'as un majeur qui va avec lui pour pouvoir l'accompagner. Souvent le cinéma c'est un événement, c'est familial, quand t'as un petit qui veut aller le voir, il a un frère ou une sœur, il va absolument aller voir avec lui, donc t'emmènes toute la famille le voir. En plus ces familles, elles vont consommer du popcorn, elles vont consommer des boissons. C'est des films qui sont vraiment formatés pour plaire au plus grand nombre, pour faire le plus grand nombre d'entrées et faire en sorte que les gens consomment. C'est pas forcément une mauvaise chose, je trouve qu'un film popcorn c'est toujours agréable une fois de temps en temps, mais c'est dommage qu'on ait perdu cette essence justement d'ultra-violence et de films ultra dark qui revient davantage du côté de DC que du côté Marvel, et qu'en effet, sexualité dans les films Marvel, ça n'existe pas. DC, ça existe un petit peu plus, mais dans les films Marvel, ça n'existe pas, la sexualité, ça existe quasi pas. Il y a quelques relations amoureuses, mais il n'y a aucune sexualité qui est montrée à part Deadpool. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas une tension, une scène un petit peu romantique, enfin je veux dire, il n'y a même pas de baiser langoureux, c'est très soft, c'est très propre, c'est très lisse. Et je crois, alors moi j'ai pas vu le film, mais il semblerait que dans Les Éternels de Chloé Zhao, il y a une scène de sexe, et ce serait la seule scène de sexe du Marvel Cinematic Universe, où on va avoir 2 super-héros, un homme, une femme. Pas trop chambouler les choses quand même, on va quand même pas montrer une scène de sexe entre 2 hommes ou 2 femmes, doucement, chaque chose en son temps. Et donc là, t'as un homme et une femme qui sont des super-héros, qui s'aiment depuis des millénaires, qui vont avoir une scène a priori de sexe, ou en tout cas on voit monter la tension et on voit qu'ils font l'amour. En tout cas, on suppose qu'ils vont faire l'amour. Et donc ce serait une première. Et apparemment, c'est aussi une première dans ce film sur pas mal de choses en termes de diversité, d'une femme réalisatrice qui en plus de ça est d'origine chinoise, je crois. Donc voilà, apparemment c'est un film qui a innové pas mal de choses dans l'univers Marvel. Dommage que ça ait pas marché. Le film est pas très bon, tu vois, la scène de sexe, j'en ai aucun souvenir. Je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir. Le film est pas bon, il est pas bien écrit. Ils ont pris juste Angelina Jolie en tête d'affiche, c'est bien, mais le problème c'est qu'ils veulent garder leur public qui est habitué au film popcorn et leur proposer quelque chose qui est opposé, ça n'a rien à voir, que ce soit en termes de contenu, en termes de réel, en termes d'acting. Forcément les gens ils sont paumés, et comme ils ont été habitués à regarder de la merde, parce que désolé mais Marvel c'est très merdique, ils veulent de la merde. Maintenant ils vont demander leur petite dose de merde tous les ans, et ça marche, et ça m'énerve beaucoup. En fait il va falloir rééduquer le public à pas forcément aimer les Avengers, à pas forcément aimer Iron Man, ni Thor, ni Hawkeye, et encore c'est les films qui marchent le plus. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que j'ai l'impression que Marvel essaye d'en sortir, mais il rame pas mal. Contrairement à DC, où j'ai l'impression que les renouveaux sont beaucoup plus évidents à faire, et on a plus de sexe. Et je vais penser forcément au Batman de Tim Burton, le tout premier avec Catwoman, qui était hyper sexualisé, mais d'une très bonne manière. C'est vraiment pour moi la meilleure Catwoman, c'est celle qui est incarnée par Michelle Pfeiffer, alors j'ai du mal à dire son nom, mais elle était sexualisée de manière bien, je trouve. Enfin tu vois, c'est que j'arrive pas à la voir comme un bout de chair non plus, parce que le personnage est très bien creusé, elle en joue beaucoup, le personnage veut ça, elle est très langoureuse en fait, plus que sexuelle, elle est très langoureuse, et je trouve que franchement, en termes de sexualité, j'arrive pas à me souvenir seulement de Catwoman comme un personnage qui est sexuel. Il l'est, faut pas dire le contraire. Et pour moi, c'est pas juste un bout de viande. Elle a toute une intrigue à elle toute seule. Elle a pas mal d'actions. Elle mène des choses. Enfin, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce personnage. En tout cas, dans la version de Tim Burton. Je réfléchis à d'autres... Enfin, en vrai, scènes de sexe dans les Batman ou dans les Superman, il y en a pas énormément non plus dans les films de l'univers DC. C'est vrai qu'on a des personnages forcément sexualisés. Catwoman, voilà, elle est sexualisée à peu près dans tous les films. Même dans le dernier Batman, je sais que toi ça t'avait agacé le côté très elle roule du cul comme pas possible, c'est juste un love interest, en plus elle est pas forcément très développée, mais t'as pas de scène de sexe. Il y a aussi le sexe dans tout ce qui est série d'animation. Il y a un tout petit peu de sexe dans la dernière série Batman entre Catwoman et Batman, justement, qui avait fait parler en mode t'as Catwoman qui a la califourchon sur Batman, qui retire son pull et c'est parti. Enfin, tu vois, c'est parti. T'as genre la cam qui fait un pan vers le haut et tu vois rien. Mais il n'y a pas énormément de sexualité non plus. Pourtant, dans un univers Batman où il y aurait sujet, vu que ça s'inscrit dans une réalité qui est assez crue, assez dure, assez froide, et où les femmes sont quand même pas mal sexualisées de manière générale. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de sexe que ça, et après, pour moi, l'exception, ça restera toujours la série The Boys, où un épisode sans sexe, ce ne serait pas un épisode de The Boys. Oui, il faut aller chercher en dehors des DC et des Marvel, parce que The Boys, il y a énormément de sexe. Mais après, c'est le concept quasi même de la série, de dézinguer l'univers des super-héros, c'est hyper trash, c'est hyper sexuel. Mais même... hors DC Marvel et hors The Boys, même The Mask, il y a quand même un petit peu plus de sexualité. Alors, dans les films, je m'en souviens plus très bien, mais dans les comics, un petit peu plus.
Et je réfléchis si Sandman, il y avait un peu de sexe, ou Hellboy, est-ce qu'il y avait un petit peu de sexe ? Non, Hellboy, dans les comics, non, Mike Mignola, ça reste quelqu'un qui va vraiment créer un univers très mystique, en fait. La sexualité, elle a pas énormément de place, je me souviens, dans les comics d'Hellboy et dans les films non plus. On a quand même un love interest d'Hellboy avec l'autre personnage féminin qui continue et elle tombe enceinte dans le deuxième film. Mais il n'y a pas de sexualité dans les Hellboy. Ça reste vraiment des films de super-héros très mystiques, très fantastiques. Voilà, avec des rapports humains, des rapports amoureux, mais pas de sexualité en tout cas. Mais tu vois, c'est là que je trouve que le porno fait du bien et du coup ça comble cette frustration qu'on a. Typiquement, Hellboy, on est sur un personnage, alors c'est pas un personnage, il est très viril. Est-ce que c'est un beau gosse ? Chacun jugera, hein, c'est un homme, c'est un gros diable rouge. Mais il y a ce côté où, ils ont un enfant ensemble, donc ils ont fait l'amour. Donc comment ça s'est passé ? Parce que t'es avec quelqu'un qui est plutôt humaine, je crois, et Hellboy qui est un démon. Et du coup, t'as ce truc où t'as une espèce de zone d'ombre qui n'est jamais abordée ni dans les films ni dans les comics, comme tu dis. Et c'est là que tu te dis, ah putain, heureusement que t'as des fanfictions, et je dis heureusement, on peut vivre sans, mais ces fanfictions et ces parodies porno, elles font du bien parce qu'en fait, elles vont combler ces petits moments de trous, voilà, ces petits sauts dans le temps, parce qu'il faudrait absolument pas parler de sexe. Et donc, ça fait du bien de voir nos héros faire l'amour. Tu te dis, comment ils font, comment c'est possible ? Et ben voilà. J'ai envie de te dire, c'est comme ça partout. Même regarde dans les Disney, le grand classique des Disney. C'est deuxième film, tout de suite, ça commence avec les enfants. Tu fais « Ah, donc il y a eu copulation !» Ne nous mentez pas, voilà. Disney, s'ils sont là, c'est pas par hasard. Hein. Ouais, mais du coup, on est uniquement sur du sexe quand ça respecte les valeurs de la famille et des traditions familiales américaines. Il n'y a pas d'attrait sexuel. Alors dans les comics, ça va être un petit peu plus montré que tu vas avoir des personnages qui sont sexuellement excités parfois, mais on reste dans du sexe pour de la procréation. Pas forcément, cela dit, dans les comics. Dans les comics, quand il y a de la sexualité, c'est plus pour du plaisir, et encore une fois, ce sera plus pour servir un arc narratif, ce sera plus pour servir un twist, que ce sera véritablement dans un but de procréation. Les super-héros qui ont des enfants, c'est encore tout un autre sujet, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. À chaque fois qu'il y a du sexe, c'est plus pour du plaisir que pour de la reproduction, et ça, c'est vachement cool. Ce qui nous mène à la deuxième partie, quid de la sexualisation des personnages, que ce soit dans les comics ou dans les films. Et là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, et je vais commencer par une donnée, parce que forcément, quand on parle de sexualisation, on parle davantage de femmes. Sachez que, d'après une étude très récente, dans la licence Marvel, on a 23% de personnages féminins, dans les licences DC, on en a 28%. Donc on n'a pas énormément de femmes, et pourtant, qu'est-ce qu'on s'en souvient et qu'est-ce qu'elles sont sexualisées, hein. C'est à chaque fois, dès que c'est vendeur, c'est toujours elles qui sont mises en avant. Est-ce que tu veux commencer par les comics ? Est-ce que tu veux commencer par les films ? Pourquoi Est-ce que tu veux pas par les commencer par une licence en comics particulier ? Moi, je suis tombée pour revenir. Alors, c'est pas une étude, mais c'était un truc assez rigolo qui a été fait où des artistes reproduisaient les poses des héroïnes Marvel et DC, surtout sur les couvertures, mais aux personnages masculins. Où tu vas voir genre Captain America reprendre la pose d'une Poison Ivy ou d'une Supergirl, et en fait c'est là que tu te rends compte du ridicule de la sexualisation du personnage, parce que voilà, bon, alors déjà ça défie toutes les lois de la gravité et de l'anatomie, mais t'as vraiment le personnage féminin qui va être courbé au maximum pour mettre en avant à la fois la fine taille, la poitrine, les fesses, les longues jambes, la chevelure, et en fait t'en reviens avec des positions complètement barrées qui n'ont aucun sens, et ça se voit beaucoup dans les couvertures. Et ce qui est un truc qui me... En fait, j'arrive pas à savoir ce que je veux. C'est-à-dire que, d'un côté, je suis fatiguée de voir la sexualisation des personnages, parce que, déjà, c'est quasiment que les femmes, même si, de l'autre côté, les hommes super-héros, ça pousse du côté de la masculinité, du muscle, de la force, enfin, voilà, des choses qui peuvent être aussi toxiques d'une certaine manière. Et donc, chez les femmes, t'as ce truc où t'as trop de sexualisation, et en même temps, tu as une certaine hypocrisie où, par exemple, je sais pas si tu avais vu ou si les gens s'en souviennent, qu'il y a eu une polémique sur une couverture alternative de Spider-Woman par Milo Manara. Si, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, ouais, où elle est complètement courbée. Non, mais elle est vachement problématique, je trouve, cette couverture. Donc voilà, Milo Manara, c'est un dessinateur italien qui est vraiment une très grande figure de la BD érotique, qui a fait quelques couvertures pour Marvel. Et donc là, il y avait une couverture alternative. C'était même pas la couverture définitive qui a fuité je ne sais comment, où on voit Spider-Woman qui est en train de grimper sur un toit très très cambré avec les fesses qui ressortent énormément. Et en fait, je suis d'accord que c'est un petit peu c'est l'homme qui rend hommage au corps de la femme, c'est un truc que j'aime pas du tout et qui m'agace. Et en même temps, des fois tu regardes des poses de Spider-Man, c'est la même chose, tu vois. Mais moi je trouve que dans les comics,
les hommes aussi sont vachement sexualisés. C'est que ils sont pleins de muscles, ils sont saillants, eux aussi ils ont une anatomie que tu ne verras nulle part ailleurs. Là où les femmes, elles sont également toutes courbées, en poitrine, avec des grosses hanches, des longs cheveux, des grands yeux, des bouches très pulpeuses. Les hommes aussi, ils sont vachement sexualisés dans les comics, que ce soit même les costumes. Regarde les costumes de super-héros, je suis désolée, mais Superman avec le costume qui lui moule la bite et qui lui moule le torse, c'est aussi un petit objet de fantasme. Pareil pour Batman. Je trouve qu'il y a un certain équilibre en fait dans la sexualisation à travers les costumes, même si les femmes sont plus dévêtues. Moi, ce qui va davantage me déranger, ça va plutôt être une question de morphologie. Ça va plutôt être le fait que l'homme super-héros va être tout en muscles, va être très saillant, très excitant, très sexy, mais la femme, elle va quand même rester très frêle, il va y avoir quasiment pas de muscles, ce que je trouve quand même assez aberrant quand tu vois les pendants masculins, à part She-Hulk, qui encore va être... On va pas tarder, on s'en rapproche, on va pas tarder à en parler, mais à part She-Hulk, qui est vraiment tout en muscle, elle aussi, parce que c'est le personnage de The Hulk qui demande ça, mais les héroïnes vont vraiment rester dans des canons de beauté, dans une sexualisation très terre-à-terre, très normalisée, qui s'apparente à toutes les sexualisations féminines que vous pouvez voir dans les films, dans les romans, dans la manière dont on va décrire les femmes. Et là, je vais trouver ça problématique. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des montagnes de muscles, tu as également des morphologies dans les hommes, des manières de dessiner les personnages masculins, mais tu as une énorme diversité de personnages masculins dans le dessin, là où les femmes, ça va toujours être la même chose. Ouais, et que ça soit méchant ou gentil d'ailleurs. Parce que du côté des hommes, c'est vrai que les super-héros sont souvent représentés comme des hommes très musclés. Du côté des méchants, ils vont être soit gros, soit un peu, soit quasiment squelettiques. Et en fait, du côté des femmes, que tu sois gentille, méchante, pas du tout une super-héroïne, en fait, ça change rien. Tu seras toujours une meuf bonne qui correspond au canon de beauté. Bah voilà, ce qui va peut-être changer à la limite, c'est la taille de la poitrine, quoi. Mais ça va pas aller forcément plus loin. Et même dans les costumes, j'ai l'impression que c'était pas tant ça à la base. Et on va rappeler que la toute première héroïne, c'est Wonder Woman, qui est apparue en 1941. Wonder Woman, pour rappel, sur le costume, on est sur un petit bustier, version pin-up, un petit peu, avec une mini-jupe, qui a pas tant évolué que ça, parce que Wonder Woman a tout de même ce bustier dans les films qui lui sont dédiés avec Gal Gadot. Ça n'a pas vraiment changé, hein. On reste quand même sur des meufs qui ont des gros décolletés, qui ont des toutes petites tenues, qui sont très nues, enfin assez dans la nudité. Toujours sur des morphologies qui sont semblables, là où les hommes, t'as beaucoup plus de liberté. Enfin, je sais pas, je vous prends la chose des 4 Fantastiques, je vous prends le Hulk, tout simplement. Je vous prends un Superman, on est déjà sur 3 morphologies qui ont rien à voir. Là où, en effet, je vous prends la Madame Fantastique, je sais plus comment elle s'appelle, en tout cas Invisible Girl. Je vais vous prendre Wonder Woman et je vais vous prendre, j'ai cité qui, les Supergirl. Elles ont toutes la même morphologie. À la limite, elles sont un peu athlétiques, mais elles ont jamais de muscles, elles ont jamais rien de saillant. Et c'est là où on va passer dans les films, parce que les films, c'est la même chose. Vraiment, les personnages féminins dans les films de comics, moi, la sexualisation, je la ressens encore plus, et elle me gêne énormément. Même Captain Marvel, t'as envie de dire, ouais, on a essayé de sortir des sentiers battus. La meuf, elle a pas un pet de muscle, elle est aussi bien foutue que les autres, elle est maquillée, brushingée, quoi qu'il arrive. Tu fais, non mais, j'aimerais bien voir quelqu'un qui se gradifie un petit peu, quoi. Tu vois, je fais, mais comment ça se fait que quand il y a un combat, les personnages masculins, ils sont au bout de leur vie, les costumes déchirés, plein de suie, plein de sueur et tout ça. Féminin, toujours parfait. Il y a pas grand chose qui bouge, ou c'est un peu pour dénuder. Et ça me saoule. Je note quand même du côté du MCU, de Disney Marvel, qu'il y a quand même beaucoup moins de costumes de femmes dénudées. Enfin, j'ai l'impression quand tu regardes les costumes de Black Widow, de t'as qui, Wonder Woman, Supergirl. Enfin bref, oh là là, je suis nulle. Alors, t'as pas tant que ça d'héroïnes, mais que ça soit Gamora ou quoi, enfin, je trouve que les femmes héros, notamment dans les Avengers, là, il y a une scène un petit peu ridicule où on va les voir tout ensemble en mode yeah, you go girl. Tu sens que leur costume, alors certes, c'est ultra moulant et il faut être hyper bonasse dedans pour que ça taille bien, mais au moins ça recouvre un peu la peau par rapport aux comics, quoi. Tu vois, t'es plus sur du bustier, t'es pas sur du bustier à la Wonder Woman, t'es pas sur un juste au corps qui moule la schneck, tu vois. Enfin, je trouve qu'on recouvre un peu la peau, ça veut pas dire que le problème de sexualisation est réglé, mais déjà on couvre un petit peu la peau, on se rince moins les yeux, quoi. Je vais te prendre un contre-exemple, je vais te faire un contre-Uno avec le personnage de Mystique dans les X-Men. Parce que elle est carrément à poil, non ? Bah oui, mais c'est ça le truc, alors que dans les comics, elle l'est pas du tout. Mystique, c'est quelqu'un qui est habillé un peu comme les autres super-héroïnes, donc parfois de manière un peu sexy, parfois de manière un petit peu attrayante. Et ben, on sait pas pourquoi dans les films elle est devenue à poil. Et regarde, Marvel l'a bien gardé dans les versions avec Jennifer Lawrence. Le personnage est devenu complètement nu dans une sorte de pas combi latex, mais le personnage est complètement nu.
Et j'ai trouvé ça assez surprenant. En fait, j'avais oublié l'existence de Mystique. Et en effet, j'ai trouvé ça assez surprenant. Je pensais que le personnage était aussi traité comme ça dans les comics, parce que j'ai pas lu les comics X-Men. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et on va en arriver, je veux qu'on en parle. She-Hulk, la série She-Hulk. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je l'ai pas vu, déjà parce que j'avais pas envie. Je trouve que ça a l'air moche. À fond. C'est moche. Ouais, ça a l'air très moche. Et en termes de sexualisation, toi, t'en as pensé quoi si tu as vu la série, c'est ça ? Oui, alors pour les besoins de cette émission, je me suis tapé les 3 premiers épisodes parce que je voulais pas mourir bête et je voulais savoir de quoi je parle. Et je vais d'abord commencer, même pas par la série, mais je vais commencer d'abord par le marketing qui a eu autour de la série, où la toute première affiche de She-Hulk, alors She-Hulk pour rappel, c'est la cousine de Bruce, je sais plus comment, enfin la cousine de... Merci. Et cette cousine est avocate, voilà, elle a l'habitude d'aller à la cour et elle vit sa vie d'avocate tout en étant She-Hulk. Dès qu'elle s'énerve, elle se transforme en grosse bonasse bien musclée, bien verte. Et la première image de She-Hulk qui est sortie, c'est l'image d'une jambe verte galbée dans un talon aiguille sur les marches du palais de justice. Donc je t'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai fait, on va pas dans une bonne direction, et c'est déjà hyper sexualisé le personnage. Et vous regardez She-Hulk, à la base c'est une grosse montagne de muscles dans les comics, là c'est juste une meuf lambda, bonasse et verte. Déjà, il y a un problème dans le traitement du personnage, et en effet, ils l'ont vraiment accentué, où quand tu la vois en exercice avec son cousin Bruce, où en gros, ils essayent de faire de la méditation, il lui apprend un peu à contrôler ses pouvoirs, bah la meuf, c'est juste une meuf verte, quoi, elle est aussi bonne, elle a plus de cul et plus de sein dans sa transformation quand elle est humaine. Enfin, vraiment, il y a une sexualisation absurde du personnage, où en effet, il y a eu ce fameux gif de She-Hulk qui est en train de twerker, quoi, où en effet, c'est une scène un peu de célébration qu'elle fait avec une pote, et je fais, non mais qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Et c'est comme ça partout, elle est hyper sexualisée, dans des jolies petites robes pin-up, avec des gros décolletés, tout ça, en mode ouais, girl power. Et tu fais non, mais pas girl power du tout. Enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Enfin, bref, ça m'a beaucoup énervée. Et She-Hulk, c'est sorti fin 2022, il me semble, c'est pas sorti en début d'année là, c'est sorti en 2022. Et je trouve ça quand même problématique qu'en 2022, on soit toujours en train de faire des héroïnes en mode bah elles sont bonnes, hein. Non, on va pas leur mettre du muscle, mais vraiment elles sont bonnes, elles prennent au moins 2 tailles de bonnet, quoi. C'est vraiment problématique. Il y a un chouille de muscles dans She-Hulk, en tout cas par rapport aux autres héroïnes Marvel. Il y a un chouille de muscles, il y a les épaules un petit peu plus développées, mais c'est vraiment Enfin ouais, c'est vraiment rien du tout. Et en fait, t'es dans cette espèce d'entre-deux où faut quand même respecter un petit peu le comics, tu vois, parce que c'est quand même une meuf musclée normalement. Mais bon, pas trop, faudrait pas choquer quand même les hommes, parce que, bah voilà, avoir une femme musclée, c'est pas très joli. Enfin, t'as vraiment ce truc où soit vous assumez à fond, soit vous le faites pas du tout et faites-en une meuf complètement sexy, mais là, cette espèce d'entre-deux, bah il est nul, quoi. Et du coup, ça déplaît à tout le monde, parce que je pense que c'est une série qui n'a pas du tout trouvé son public. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'elle a été critiquée à la fois par la presse, mais aussi par le public. Bah, c'est ça qui est problématique, c'est que tu vois, d'un côté t'as toujours Hulk en plus avec Bruce Banner qui est là pendant l'ensemble de la série, et c'est Hulk, quoi, c'est un monsieur, il change, sa tête elle change, ses muscles ils changent, son corps se déforme, on parle vraiment de déformation corporelle, et à côté t'as la petite cousine qui fait yeah, je vais pouvoir niquer des gueules au palais de justice parce que je suis trop bonne, et tu fais mais qu'est-ce qu'il fait, hein. Tu vois, elle, il y a pas de déformation, il y a pas de mutation de corps, elle garde un beau visage, elle a des beaux cheveux, elle est même plus bonne que quand elle était humaine, et tu fais mais c'est dommage en fait de pas faire une vraie relecture de la She-Hulk. Je pense que ce personnage est déjà assez sexualisé comme ça dans les comics, et de pas en faire, mais je sais pas, enfin, on a toujours du mal au cinéma de manière générale à rendre les femmes un peu monstrueuses, à vraiment en faire des créatures à part entière, quand c'est pas des créatures sexy en mode on est bonne, on est les femmes de Dracula ou autre, quoi. Et je trouve ça trop dommage que Marvel saute pas sur l'occasion d'une She-Hulk pour créer une créature de cinéma. Tu peux la garder un peu sexy, je pense, d'une certaine manière. Le personnage l'est déjà dans les comics. Mais vraiment là, c'est juste... c'est bonasse devient super bonasse. C'est vraiment littéralement ça. Bon, super bonasse verte, certes, mais elle devient super bonasse. Et ça, je trouve ça dommage. C'est comme quoi ils apprennent pas de leurs erreurs. Troisième et dernier point, on voulait rapidement revenir sur les super-héros et la représentation des genres, parce que c'est vrai que comme tu l'as abordé, Mina, on n'avait pas l'habitude forcément de voir de représentation inclusive des sexualités à travers les comics de super-héros, ce qui est en train de beaucoup changer aujourd'hui, que ce soit à travers les comics, que ce soit dans des nouveaux super-héros qui sont ouvertement gays, le Marvel qui n'hésite pas à dire « Mon Dieu, vous allez voir, on va voir le premier super-héros gay qui va apparaître ». On est dans une belle évolution qui n'est pas forcément représentée dans l'industrie pornographique, mais qui est bien, bel et bien présente, et on tenait un petit peu à la mettre en avant dans cette émission. Toi, Mina, est-ce que tu avais noté des choses de ton côté sur un nouveau super-héros, une relecture ? Alors disons qu'à partir du moment où dans le CCA, là, le fameux code Comics Authority, il y a eu la suppression de la règle de ne
pas représenter les homosexuels, on a quand même quelques couples qui se sont formés depuis. Moi, il y a des couples que j'ai notés, mais moi, je les connais pas très bien. Mais dans les comics, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe, qui a toujours plus ou moins existé, les relations assumées ou pas, mais en tout cas sous-entendues entre deux hommes ou deux femmes. J'ai noté Midnighter et Apollo. J'ai noté dans les Young Avengers qu'il y avait eu un mariage gay carrément avec Hulkling et Wiccan. Et j'ai noté une Batwoman qui a fait son coming out. Et depuis, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une accélération à partir de 2020, où là, par contre, c'est non-stop. Alors, je sais pas si c'est une accélération qui est vérifiée, ou si c'est juste que le traitement médiatique est beaucoup plus fort, et que maintenant, dès qu'il y a un coming out dans un comics ou dans une série, ça en fait 20 000 articles sur les réseaux sociaux, parce que, waouh, c'est choquant. Genre, j'ai noté la révélation que le fils de Superman, Jonathan Kent, était devenu bi en 2021. Il a fait son coming out bisexuel en 2021. Et ça a fait la une de plein d'articles. Mais c'est trop bien parce que justement, c'est des communautés qui sont pas forcément très représentées dans des univers qui sont très hétérosexuels à la base, qui sont très dans la sexualisation de la femme, où justement tu as des personnages masculins qui sont des grosses montagnes de muscles, qui sont même l'essence de ce qu'est le masculinisme aujourd'hui encore. Mais ça fait du bien de voir en fait qu'on peut tordre le cou à tous ces clichés et dire laissez-les s'aimer, merde. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est des personnages, ils n'existent même pas. Donc, au bout d'un moment, moi, je trouve ça vraiment très, très chouette de voir ce genre de choses. Et moi, l'exemple que je vais avoir, ça va être la série d'animation Harley Quinn, où l'intrigue, c'est que vous suivez Harley Quinn et Poison Ivy, qui sont ensemble. En fait, vous allez vraiment suivre un couple lesbien qui vit des aventures, qui va vivre des problèmes de couple. Et j'aime beaucoup, en fait, le truc que c'est complètement normalisé, que c'est pas forcément mis en avant. Et c'est vachement cool. Enfin, ça me fait beaucoup de bien de voir un couple lesbien de super méchantes dans une série. Franchement, je trouve ça très, très chouette. Et j'aimerais beaucoup en voir davantage dans des films. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours le cas pour Marvel. En tout cas, Marvel d'ici, ils osent pas encore franchir le pas de on montre ouvertement ça au cinéma. C'est encore un peu trop tôt. En fait, ils le montrent, mais ce sera jamais les personnages principaux. C'est ça. En fait, c'est ça qui m'agace un petit peu, c'est que tu sens que, on est en 2022, il faut commencer à montrer, de l'inclusivité, des personnages de la communauté LGBT, mais ils le font, mais c'est même pas des cailloux, tu vois, c'est des tout petits, des morceaux de cailloux minuscules, petit à petit, pour mettre leur pierre à l'édifice. Et j'ai l'impression que les séries animées, les comics, peut-être assument beaucoup plus et avancent plus là-dedans, que Disney et Warner, ils y vont un peu à reculons parce qu'il faudrait pas choquer le grand public. Donc dans ces cas-là, ça va être quoi ? Genre dans le dernier Doctor Strange qui est sorti en 2022, on voit que Miss America, Chavez, la jeune fille qui doit être sauvée, tout le long du film, elle est élevée par deux femmes. Mais c'est des personnages qui n'ont pas de dialogue, qu'on voit vraiment 3 secondes dans un flashback. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Il y a Loki qui est officiellement est gender fluid dans la série Loki en 2021. Alors moi, je l'ai pas vu, mais je sais pas s'il le dit officiellement à un moment. Alors, il le sous-entend dans la série. J'ai vu Loki, j'ai bien aimé cette série d'ailleurs. Ils le sous-entendent plutôt fort à travers un dialogue, mais en soi, comme tu dis, c'est petite miette par petite miette. Ça existe, mais on n'en parle pas trop et on ne montre pas trop, ce que je trouve assez hypocrite. Mais ça, j'ai un avis sur Marvel assez tranché sur leur hypocrisie de la manière dont ils considèrent que ce soit les nationalités, les origines ethniques et même les sexualités. C'est là, on sait que ça va faire parler et ça suffit pour le moment. On va pas encore prendre le risque de faire un personnage principal ouvertement gay qui a une histoire d'amour avec un autre homme ou une autre femme. Ça, on le voit pas encore vraiment. Je crois même pas qu'on ait un personnage principal qui le soit. Je crois qu'il y a un personnage gay ouvertement gay dans Les Éternels, mais c'est pas le personnage principal et je crois qu'il y a pas vraiment de romance. C'est dommage, moi j'aimerais bien un Superman gay, quoi. Franchement, je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense qui pas existe qu'on dans soit... les comics en plus, je crois qu'il y a un Superman gay. Mais oui, mais t'as un Superman gay, et c'est ça qui est très intéressant dans les comics, c'est qu'en gros, les comics, c'est que vous avez en gros des personnages pivots, et vous avez plein de scénaristes et dessinateurs qui vont inventer des histoires à leur sauce et qui vont les revisiter, et c'est comme ça que tu peux avoir de multiples univers. Regarde le Spider-Verse, ce genre de choses qui reprend aussi pas mal d'écriture d'univers de Spider-Man, mais tu vas avoir plein de relectures différentes et sous plein de prismes différents que je trouve vraiment riches avec les comics. C'est pour ça qu'on aime les comics, c'est que finalement les comics deviennent des fanfictions eux-mêmes de personnages qui existent depuis 50 ou 60 ans. Et c'est ça qui est vraiment splendide. Et c'est ça qui permet également aujourd'hui de pouvoir mettre en avant une certaine inclusivité dans les genres et dans les sexualités, qui est très rafraîchissante aujourd'hui, qui va abolir beaucoup de clichés sur des personnages principalement masculins et qui va faire en sorte qu'on peut encore plus s'identifier à ces personnages en les humanisant, et ça, je trouve ça très chouette.
Je termine avec des petites statistiques Pornhub, parce qu'on adore les chiffres, les statistiques. Enfin, des chiffres, il n'y en a pas tant que ça. Mais en gros, on va voir que Pornhub aime bien mettre en avant toutes les statistiques autour des recherches de super-héros. Et notamment à chaque événement de film DC ou Marvel qui sort, on va avoir un pic de recherche concernant le film en cours. Par exemple, Harley Quinn, qui était numéro 1 des recherches à la sortie de Suicide Squad. On a eu aussi en 2016 Batman vs Superman. Sachez que c'est Henry Cavill qui a gagné avec Superman et pas Batman. Et en 2022, les tops de tous les personnages culture populaire confondus, on a en premier Harley Quinn, voilà, qui est toujours la première en super-héros, super-héroïne recherchée. Black Widow en 4e, Wonder Woman en 5e, Catwoman en 7e, et il faut attendre la 12e place pour voir le premier homme super-héros avec Batman. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Bah franchement, ouais. Il y a le DC, toujours, c'est-à-dire que DC, déjà, c'est ce que je préfère dans les films et les comics, et en plus, même dans le porno, maintenant, je peux le dire, je préfère DC. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'inventivité, que les personnages sont beaucoup plus développés, même dans le porno, alors que c'est quand même souvent la grosse difficulté, c'est qu'en termes de scénario, c'est pas très poussé. Je trouve que là, tu sens vraiment un amour du comics, un amour de la culture super-héros à l'américaine. Et ça se ressent, et du coup c'est agréable. Les réalisateurs et réalisatrices semblent y prendre du plaisir, les acteurs et les actrices aussi. Donc c'est cool. Après, au niveau de la représentation du sexe et la sexualisation des personnages dans les comics et les films, moi ça me fatigue un petit peu. Je trouve que c'est très hypocrite. C'est-à-dire que tu vas avoir une sexualisation très claire des costumes, des femmes, et même des hommes d'une certaine manière. Et en même temps, on va cacher tout ce qui sera sexualité, relations sexuelles entre les personnages, alors que ça fait partie de la vie. Et je trouve que c'est très hypocrite, et ça m'agace beaucoup. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? De ouf, j'ai kiffé. Franchement, je pense que ça fait partie des top recherches que j'ai pu faire depuis le début de l'émission, où j'ai découvert plein de choses, je me suis éclatée. Je vais rejoindre ton avis sur, tu sens que les acteurs et la réal, ils se sont fait plaisir, tu sens qu'ils kiffent ce qu'ils font, tu sens que même ça a un impact sur le sexe que tu regardes, même si on reste dans du porno assez mainstream. Je sais pas, juste la juxtaposition de cet univers comics qui est dans un imaginaire populaire et culturel assez fort, ça suffit en fait à donner un sens à la sexualité, et j'aime beaucoup. Je me suis éclatée, j'ai aimé toutes mes recherches, les DC c'était fantastique, tout l'univers Batman, les méchants c'était vraiment trop fun, j'ai vraiment kiffé. Je suis toujours un petit peu attristée par le fait qu'on cache autant la sexualité, comme tu dis, surtout dans le cinéma, moins dans les comics, encore une fois, il y a plus de présence de sexualité, de sexualisation aussi bien des hommes que des femmes, même si c'est davantage des femmes, je suis d'accord. Mais franchement, ouais, je pense que je vais continuer de regarder cette catégorie parce que je la trouve très riche, je la trouve très fun, et je trouve ce truc qu'on reproche très souvent dans les émissions N'importe Q, qui est que à chaque fois on trouve que ça manque d'inventivité, ça manque d'imagination, ça pousse pas les quotas à fond, ça y va pas jusqu'au bout. Et là, je trouve qu'on a le parfait exemple, surtout avec tout ce qui concerne DC, des gens qui vont à fond, qui vivent leur rôle à fond, qui sont à fond dans leur personnage, et qui en plus, c'est bien fait, c'est vraiment très très chouette. Donc j'ai trouvé une grosse satisfaction, j'ai trop kiffé suivre les histoires, j'ai trop kiffé les phases de sexe. Donc franchement, ouais, moi c'est un 10 sur 10 pour cette catégorie super-héros. Je vais continuer de regarder, et écoutez, vivement les prochaines licences, vivement les prochaines phases du MCU, j'ai envie de vous dire. Pour une fois que je vais attendre une phase du MCU, j'espère que je trouverai celle qui me correspondra sur Pornhub. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir tous ces nouveaux super pouvoirs méconnus de nos héros préférés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description d'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.